Donc, bonsoir à tous. On va essayer de parler un petit peu de nature en ville ce soir dans le cadre de présentation de différents projets que j'ai fait ces dernières années. Vous allez voir que j'ai un style un petit peu particulier. J'ai fait un doc de biologie à la faculté d'Orsay au sud de Paris dans les années, au début des années 90. Ensuite, j'ai eu mon diplôme de paysagiste concepteur à l'ESSAGE à Paris. Et en 2004, simplement, je suis parti dans le Saumurois pour trouver des conditions peut-être de vie un peu plus favorables à ce que je souhaitais faire vis-à-vis de ma famille, tout simplement, et puis aussi d'un point de vue professionnel, puisque j'ai commencé à monter l'agence Talpa en 2000 à Fresnes, en banlieue sud. Et puis finalement, quand on voit les conditions de circulation pour aller de rendez-vous en rendez-vous, les conditions de vie dans cette partie de la France, en 2004, j'ai décidé de partir en province. J'ai créé il y a 2-3 ans maintenant une deuxième société qui fait de la recherche et développement sur des procédés pour végétaliser la ville, que ce soit au niveau du sol, au niveau des toitures, enfin tout type de procédés. Et au final, c'est vraiment une activité à part entière hein, sur le côté pour mettre au point des revêtements végétalisés, perméables, résistants à la circulation, des poids lourds, des voies pompiers, sur des parkings, etc. Et puis aussi en toiture végétalisée, sans jamais utiliser de plastique ou de choses qui font monter les budgets de manière conséquente et qui plombent un peu le côté écologique ces procédés. Donc, c'est toujours des choses très, très simples, très, très efficaces et qui sont basées principalement sur la vie du sol. Donc, j'ai vraiment écourté la petite introduction que je fais d'habitude dans les conférences. Là, on va parler d'un exemple, une oasis dans le sud de la Tunisie qui a été aménagée par les hommes il y a 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, on ne sait pas trop dire. Mais en tout cas, ils ont été capables de creuser des puits pour emmener les sources de la montagne toute proche vers la zone aride pour créer, au milieu du désert, une oasis sur 300 environ, arriver quand même à faire vivre des milliers d'habitants, plus des milliers de voyageurs, puisque c'est un couloir de transit pour les peuples qui remontaient de l'Afrique vers l'Europe, au moins pendant plusieurs milliers d'années, en tout cas il y a 40 000 ans, quand les hommes sont remontés d'Afrique pour aller envahir l'Europe. Et dans cette oasis, on trouvait 4 étages. Cette notion d'étage est très importante, que ce soit dans une oasis, dans un jardin de permaculture ou dans une prairie naturelle, tout simplement. Donc là, dans l'oasis, au sol, vous aviez la partie production de légumes, de céréales, mais aussi la partie troupeau, bétail qui fournissait le lait et la viande. Ensuite, la strate moyenne, c'était les arbres fruitiers, les pistachiers, les grenadiers. Et puis la strate haute qui abritait un peu tout ça du soleil, bien présent dans ce secteur-là de la planète. Les palmiers qui fournissaient les dattes pour se nourrir et le bois, que ce soit les troncs d'arbres, les troncs ou les palmes, les grandes palmes qui servaient, comme on voit sur la photo, de clôture, mais aussi de toiture pour la construction. Donc en fait, c'est cette espèce d'agriculture hyper intensive sur des petites surfaces en s'abritant du soleil aux endroits où le soleil est de plus en plus présent. On appellerait ça la permaculture ou la forêt jardinée actuellement. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et là, je fais une toute petite parenthèse pour montrer qu'en fait, cette notion de permaculture que tout le monde a dans la bouche en ce moment et qui est une chose très très bien, c'est-à-dire effectivement montrer qu'en se servant de la vie du sol et de petites surfaces et en mariant les plantes entre elles, toujours avec ces notions d'étage, on arrive à avoir une production très importante et intensive tout en étant très écologique. En fait, tout ça est parti d'un manuel qui a été écrit en 1858 sur le manuel pratique de la culture maraîchère de Paris.
Et en fait, ce livre a été distribué au monde entier, a servi aux Anglais, aux Américains, aux Australiens, aux Japonais, qui ont développé tout au long du XXe siècle cette notion de permaculture pour la figer un petit peu dans les années 70-80 via des Australiens qui ont finalisé le concept et qui est arrivé jusqu'à nous maintenant. Mais en tout cas, cette couronne d'agriculture intensive tout autour de Paris était vraiment l'exemple même de ce qu'on pouvait faire de manière assez simple et efficace sur des petits territoires pour nourrir des grandes quantités de population, à l'image des oasis au milieu du désert. Cette petite oasis d'El Guettar, là, dont j'ai parlé juste avant, en fait, elle a subi les outrages de la modernité, le fait que les Français, à la fin du 19e siècle, aient créé des carrières de phosphate pour l'agriculture, hein, pour mettre dans les champs les fameux NPK, azote, phosphore, potassium. Et finalement, la Tunisie a continué l'exploitation de ces carrières. Alors, ce sont des carrières gigantesques qui ont, quand on veut produire 1 m3 de phosphate au milieu du désert, il nous faut 8 m3 d'eau qu'on puise dans les nappes phréatiques très anciennes, hein, qui ont des milliers d'années et qui ne se renouvellent pas, bien sûr, d'année en année. Et tout ça fait que la nappe phréatique s'est effondrée, elle s'est abaissée de 70 mètres en quelques décennies, et avec les pires difficultés pour entretenir cette petite oasis. Et au final, comme vous pouvez le voir sur le texte là, c'est l'exploitation au niveau mondial des ressources naturelles qui fait que finalement, on est en train de détruire la planète à vitesse grand V. Même les choses où on est extrêmement pointu, extrêmement savant sur la gestion de l'eau et de l'agriculture, et ben, tout ça, on met ça de côté pour alimenter maintenant des peuples avec des légumes sous plastique et des bouteilles d'eau en plastique. Donc, l'effondrement de la biodiversité causé par tous ces éléments-là, plus le réchauffement climatique, qui n'est pas forcément lié à l'effondrement de la biodiversité, ce sont deux choses qui sont pour l'instant assez séparées, mais qui sont d'une force assez gigantesque. On en est tous conscients. Ce sont des modifications de notre environnement les plus rapides et les plus fortes de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des perturbations fortes, mais jamais à ce rythme-là et jamais de cette puissance-là. Par rapport à la ville, on sait très bien, il y a encore une dizaine d'années, on disait que la ville gagnait sur la campagne un département tous les 7 ans. On a fait des SCOT, on a fait des PLU pour essayer de scinder tout ça, de maîtriser tout ça. Et finalement, là, maintenant, la ville gagne un département tous les 5 ans. Donc, ça ne fait qu'augmenter. On n'a rien réussi à juguler de toutes ces notions de préservation de l'environnement et des espaces agricoles. Vous avez un petit encadré en bas dans une revue de paysage où des entreprises fièrement prônent le fait qu'à Nanterre, là, à côté de la Défense, ils vont certainement faire des terrasses et des jardins suspendus sur des immeubles et dans des opérations immobilières fortement intéressantes sans doute, mais en utilisant 8000 m3 de polystyrène, ce qui paraît aberrant. Nous, on a quand même un lien qui nous relie, c'est la frugalité. Et cette notion de récupérer un peu ce qu'on a sur place ou d'utiliser par des circuits courts ce qu'on a sur place. Mais voilà, alors, excusez-moi, c'est un téléphone, on peut pas ne pas décrocher. Donc c'est un peu embêtant. Voilà, hop. Donc en réalité, voilà, ça va pas dans le bon sens tout ça. Et puis, au niveau du paysage, des paysagistes, des jardiniers, on a quand même une grosse part de responsabilité, puisque vous voyez, ça c'est une photo qui a une dizaine d'années. On était quand même arrivé à des aberrations en termes de gestion et de plantation des espaces végétalisés en ville, puisque là, vous voyez des gens en tenue de cosmonautes au milieu d'un rond-point en train de passer des produits chimiques sur des massifs de fleurs qui n'ont aucun intérêt tout bonnement esthétique, ou même, je ne parle même pas de biodiversité. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en termes de paysage et de transition écologique, on n'a absolument pas commencé la transition et l'adaptation des villes
au changement climatique et à la sauvegarde de la biodiversité. Là, vous avez une image quand on sort de la gare TGV de Massy, en région parisienne, pour se rendre au 9e Assise nationale de la biodiversité. Vous avez une belle affiche. Puis vous avez sur le côté aussi une petite publicité pour sans doute une opération immobilière très vertueuse, où on va habiter en ville et vivre dans un jardin. Mais regardez sur la photo, sur un quartier extrêmement récent, puisque c'est des quartiers qui ont quelques années, vous vous apercevez que cette notion est toute relative et que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment fait un changement profond dans nos manières d'aménager la ville. Vous continuez à déplacer dans Massy, vous allez vers le colloque, au Palais des Congrès ou je ne sais quelle salle de Massy-Palaiseau. Et finalement, tout le cheminement est ponctué par des aménagements des paysagistes et des jardiniers de la ville. Vous voyez la qualité de la réflexion. Donc, on retrouve notre petite oasis au milieu du désert qui est reconstitué sur le parvis bien minéral. Au fond, vous avez un piano dont des géraniums viennent pousser à l'intérieur et qui fleurissent un peu tout ça. Et le plus dramatique, c'est que vous avez des commerciaux qui essayent de vous vendre des bancs hôtels à insectes pour une somme faramineuse, alors qu'il n'y a pas une seule fleur dans le coin pour pouvoir nourrir ces insectes, ni une seule zone humide pour pouvoir abreuver ces petites bestioles. Dans les villages plus ruraux, quand les services espaces verts interviennent sur des prairies et qu'il y a encore des fleurs à voir sur place, et ben quand on fauche une prairie entre mars et on va dire fin juillet, août, et qu'il y a encore des fleurs dans la prairie, vous interrompez les cycles de reproduction des insectes, des fleurs sauvages bien évidemment, des oiseaux qui sont liés à toute cette zone-là, des micro-mammifères, etc. Donc c'est un véritable drame écologique, tout simplement, par une gestion où les élus et les services techniques souhaitent que la ville soit propre. Mais au final, ça fait que achever la biodiversité qui restait encore à peu près dans ces secteurs-là. Et vous connaissez bien aussi la volonté qu'ont certaines grandes villes de désimperméabiliser les cours d'école, ce qui est une très très bonne chose, bien évidemment, pour que nos enfants soient confrontés à un paysage beaucoup plus naturel et beaucoup plus doux que ce qu'on a eu tous, nous, depuis les années 50, c'est-à-dire une cour en goudron avec un tilleul planté au milieu. Mais là, vous voyez que ça a été interprété avec du gazon synthétique. Donc, c'est sûr qu'en termes d'entretien, c'est quand même pas mal, mais en termes de biodiversité et de cadre de vie pour les enfants, on est très loin du compte et c'est même un message plutôt dérouté par rapport à ce qu'on devrait faire pour sensibiliser nos enfants à l'environnement. Alors, ça commence à venir tout doucement. Hein, à Paris, ils font des gros efforts. Rennes, Angers, Nantes, Bordeaux, tout ça, ça avance. Mais bien sûr, ce n'est pas à l'échelle de la problématique et de la violence de l'impact qui arrive en ce moment, que ce soit en termes de chaleur l'été ou de précipitations. On l'a vu, hein, il y a 2 ans, c'était la chaleur et cet été, c'était les précipitations. On voit bien que ce dérèglement est extrêmement présent et ce n'est que le commencement dans son intensité. Donc, ce qui est important à dire aussi, c'est que on ne va pas pouvoir refaire une ville sur la ville sans utiliser ce qu'il y a sur place. Donc, il va falloir recycler la ville sur la ville en utilisant tous les matériaux présents sur place. Ce qui est rassurant aussi, c'est que finalement, la vie du sol n'est présent que sur les derniers centimètres, vraiment les premiers centimètres de la croûte terrestre, et 40% de la biodiversité mondiale est présent dans ces quelques centimètres de la croûte terrestre. Donc, tout l'enjeu va être de faire vivre ces sols sur les trottoirs, sur les places de village, sur les toitures, sur les façades, sur les rues, pour pouvoir retrouver un certain niveau de biodiversité et surtout adapter la ville au changement climatique. Donc, en misant sur les sols vivants, alors ça peut être des joints végétalisés, ça peut être des graves végétalisés, ça peut être des toitures végétalisées, des routes végétalisées, on obtient très, très facilement en fait, la baisse des températures, puisque 10% d'arbres en plus, c'est 2 degrés en moins, mais toutes ces zones perméables
permettent à l'eau de s'infiltrer de manière forte, puisqu'un sol vivant est extrêmement efficace pour infiltrer l'eau, hein, puisque vous avez tout un réseau de racines, de mycorhizes et de bactéries qui embêtent l'eau en profondeur et puis qui font remonter l'eau en cas de forte chaleur. Tout ça permet à l'évapotranspiration justement de faire descendre les températures. Donc, on fait baisser les températures, on purifie l'air. La bonne nouvelle depuis le confinement, c'est que l'air s'est vraiment amélioré. Les moteurs thermiques se sont vraiment améliorés ces dernières années. Donc, la pollution de l'air commence à baisser, alors que c'était un des gros points noirs, hein, des pollutions actuelles en ville et à la campagne, bien évidemment. C'était la pollution de l'air. Le stockage du carbone se fait principalement dans le sol et dans les végétaux, bien évidemment. L'infiltration des eaux pluviales, ça on l'a vu, et puis la notion aussi qu'une meilleure santé des habitants des villes passe aussi par une nature reconstituée, et toutes ces molécules liées aux végétaux et à l'abaissement des températures par évapotranspiration permettent d'avoir des habitants en meilleure santé et donc de vivre mieux dans leur environnement. Donc, quelques présentations d'aménagement qu'on a réalisé ces 10 dernières années, avec un exemple au Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Donc là, c'est de l'événementiel, hein. C'était pour, ça dure 3-4 mois dans l'année. Par contre, vous avez 300 000 visiteurs ou 400 000 visiteurs qui passent dans ces jardins-là. Donc, le thème du jardin en 2018, c'était le jardin de la pensée. C'est un petit jardin que j'ai fait avec Marie Chaplon et William Bézille. Et donc, on a voulu démontrer qu'avec uniquement des matériaux biosourcés et de la biomasse, on pouvait faire de l'agriculture urbaine, mais aussi un paysage intéressant par rapport à la biodiversité. Et puis, tout ça, ça soit résistant et accepte les 300 000 visiteurs par an. Donc voilà, la biodiversité est tout de suite à intégrer le jardin très, très vite. Alors, la notion de végétaux horticoles, de végétaux naturels, certains écologues vont vraiment insister sur la notion de végétation spontanée, de végétaux d'origine vraiment naturelle. Mais finalement, quand on regarde de près les végétaux horticoles, on s'aperçoit que la présence d'insectes et de petits reptiles, etc., fonctionne très très bien aussi avec les végétaux horticoles. On peut se faire plaisir avec des fleurs sans aller rechercher non plus la fleur sauvage à tout point de vue. Dans la ville, il ne faut pas être trop utopiste non plus, mais végétaliser la ville à outrance, c'est une bonne solution. Vous voyez, dans ces bottes de foin qui étaient en décomposition et qui permettaient de nourrir les plantes dans le jardin de Chaumont, vous aviez une véritable petite pouponnière d'orvée, des arbres sans pattes et qui finalement devient très très rare, hein, puisque à force de les tondre dans les pelouses et de supprimer leur milieu naturel, commence à vraiment disparaître un peu partout en France. Et là, vous aviez des centaines d'orvées et de bébés orvées qui se développaient dans ce jardin événementiel à Chaumont. Voilà, dans son fleurissement aussi, on s'aperçoit que finalement les abeilles ou tous les autres insectes pollinisateurs trouver leur nourriture dans ces fleurs, même si elles étaient bien sûr horticoles. Fontevraud-l'Abbaye, c'est aussi un village de province assez touristique qui était sous cette forme-là avant, donc archi classique, hein, du goudron de façade à façade, des bordures en ciment, des pannotations que personne ne lit plus, des nassifs d'espaces verts et puis du stationnement qui n'est pas du tout à l'échelle de la problématique, puisque vous avez des milliers de visiteurs dans ce type de village-là l'été ou à la belle saison. Donc voilà ce que c'est devenu. Alors ça paraît très minéral, à cette époque-là, nous, c'est un projet qui a une dizaine d'années maintenant, on n'avait pas forcément les techniques pour pouvoir végétaliser même les revêtements de sol. Maintenant, on les a sans problème. Et puis, c'est un partenariat aussi avec les architectes des bâtiments de France. À cette époque-là, voilà, c'était de négociation. On a quand même pu faire une fontaine dessinée avec les ABF totalement écologique, puisque vous avez un filtre avec des bactéries et de la pouzzolane qui permet d'avoir une eau claire, mais aussi d'avoir des algues qui poussent sur le monument. Et ça a été présenté comme ça à la population et aux élus, c'est-à-dire que cette notion de salissure
ou voilà, de pierres un peu souillées fait partie du concept aussi de la nature en ville, puisqu'on s'aperçoit, moi je me suis aperçu après que en fait, tous ces petits insectes pollinisateurs, il fallait bien qu'ils en fait, ils vont pas boire dans un ruisseau, ils vont pas boire dans une rivière, ils boivent sur des mousses un peu humides, sur des pierres un peu humides au bord des ruisseaux, au bord des torrents, au bord des mares, mais des choses qui ont totalement disparu en fait de ces espaces urbains. Donc on s'aperçoit que finalement un monument un petit peu voilà, sympathique comme une fontaine urbaine, si on l'a fait de manière écologique avec des filtres naturels, on obtient ce résultat de pouvoir faire boire aussi les insectes pollinisateurs, les insectes en général, mais aussi les oiseaux bien évidemment, mais aussi les chevaux, hein. Vous avez des randonnées équestres dans le village et vous avez les chevaux qui viennent se désaltérer dans la fontaine, alors que si on avait fait une fontaine avec du chlore ou des produits chimiques pour le traitement de l'eau, la randonnée se serait moins bien passée l'après-midi suivante. Autre partie de ce village-là, assez classique, hein, la poste, une école plus loin avec des feux rouges, toujours du goudron de façade à façade. Voilà ce que c'est devenu avec ces notions d'étages, de plantes grimpantes qui poussent dans les arbres. Vous voyez, hein, des rosiers lianes qui viennent fleurir plusieurs fois dans l'année, des poiriers qui ont leur propre floraison au printemps et des jolies couleurs automnales. Donc tout ça, c'est de l'horticulture. On est dans un espace patrimonial, hein, un espace touristique. Donc il n'est pas question de faire un espace naturel en ville, mais plutôt de reconstituer des entités écologiques pour que les insectes, les oiseaux, tout ça puisse survivre. Alors là, c'est l'extension de de ce boulevard-là. Donc là, on a pu faire évoluer les techniques justement avec simplement un tricouche pour recycler l'ancienne voirie au centre. Et puis sur les abords, les trottoirs végétalisés, les pavés récupérés sur l'ancien chantier, réintégrés dans le projet. Et puis un petit arrêt de bus avec une toiture végétalisée qui permet toujours aux oiseaux, aux insectes de trouver une zone refuge. Vous voyez, là, on recycle des coquilles d'huîtres pour faire la toiture végétalisée, ce qui fait qu'on a un coefficient, alors le CME, là, le coefficient d'engorgement en eau, hein, en cas de précipitation, on a un très bon coefficient justement de CME, on est très très léger et finalement avec un substrat qui permet le développement avec un sol vivant de petites prairies sur les toitures. Et puis, vous retrouvez ces pavés là recyclés dans le cadre du projet, hein, dont les joints sont végétalisés, hein, qui sont vraiment très perméables. Et puis, cette chaussée végétale là sur les trottoirs qui permet vraiment de végétaliser tout ça sans entretien, hein. C'est des zones qu'on ne tombe jamais. Plus les gens circulent dessus, plus ils se garent, plus ils marchent, mieux c'est en fait, plus ça reste du sol. Une autre partie du village avec la rue d'Arbrissel telle qu'elle était auparavant, d'organisation assez classique, hein, de village de province. Et voilà ce que c'est devenu avec une réduction de la voirie principale en enrobé noir, hein, les véhicules à moteur au centre, et puis les déplacements doux sur les côtés, vélo, piéton, pour retrouver vraiment un équilibre plus satisfaisant. C'est à la première zone partagée du Maine-et-Loire et qui a parfaitement fonctionné. Les techniciens du département ne voulaient pas entendre parler, mais c'est quelque chose qui marche très très bien. Et l'été, vous avez les camping-cars, les camions, les voitures, etc., qui sont mélangés au milieu des touristes et des habitants et ça se passe très très bien. Au niveau des pieds de façade, on a mis simplement des petites fosses de plantation qui font 40 cm par 40 cm, qui sont remplies à 50% de gravier à béton tout bête. Et puis toujours cette histoire de mycorhizes et de bactéries, hein, qui viennent contaminer le sol et qui font vraiment le travail pour nourrir les plantes. La mycorhize est le seul être vivant à être capable, depuis 400 millions d'années, de rentrer dans le minéral pour donner les éléments nutritifs aux plantes.
Et finalement, cette symbiose qui se passe au niveau du sol, quand elle est bien faite et quand elle a bien contaminé le sol, ça donne des résultats comme celui-là, hein. Donc, chaque propriétaire de maison a puisé dans la palette végétale qu'on leur a fournie les plantes qu'ils souhaitaient voir. Donc là, vous voyez pas mal de rosiers, mais vous avez aussi de la vigne avec des vraies grappes de raisin, hein, qui se développent sur une façade. Et ça change complètement le rapport à la rue par rapport à ce que vous avez vu avant, bien évidemment. Et il y a un vrai lien social qui s'est créé dans cette rue. Vous voyez, là, il y a une petite table avec des chaises qui sont mises devant. Les gens se sont vraiment appropriés l'espace public, alors que quelques années auparavant, c'était complètement impossible. Et j'insiste toujours, hein, là, on est dans des cadres de projets très horticoles, parce que c'est la commande qui veut ça, c'est le côté patrimonial et touristique qui veut ça et le fait qu'on soit en ville. Mais finalement, ces insectes pollinisateurs, ces insectes trouvent toujours leurs ressources grâce à ces fleurs-là, puisque depuis 100 millions d'années, encore une fois, les fleurs sont complètement liées aux insectes pollinisateurs. Les deux apparaissent en même temps dans l'histoire de la vie sur Terre. Quand on regarde plus près, précisément au pied de ces fosses de plantation, hein, la plupart sont faites aussi sur des réseaux, hein, des réseaux d'eau, des réseaux de gaz, des réseaux d'assainissement. Souvent, on nous dit, les techniciens des VRD nous disent: «Ah bah, il y a des réseaux, on ne peut pas planter». Bah si, il va falloir planter même sur les réseaux. Donc là, à Fontevraud, tout ça, c'est gorgé de réseaux et on a planté quand même en protégeant, hein, on s'est protégé, on a toutes les techniques pour pouvoir le faire. Et toujours en utilisant ces fosses vivantes avec la vie du sol, bah, vous vous apercevez que la symbiose se fait bien puisque la mycorhize, là, elle est en train de fructifier pour faire le champignon qui est la partie visible en fait de la mycorhize et qui vit en symbiose avec l'arbre justement pour pouvoir puiser l'eau, la faire remonter en cas de forte sécheresse et apporter les nutriments aux arbres. Donc voilà, on voit bien qu'on a tous les éléments maintenant pour pouvoir faire du patrimoine, de la ville, de la biodiversité en ville, sans aucun problème et qu'il faut y aller, quoi. Il ne faut pas hésiter. Je vais vous présenter un projet qui sort un peu de l'ordinaire, qui a reçu en 2019, il me semble, un prix européen sur la gestion de l'eau en ville. Donc ça se situe à Saumur. Et auparavant, vous aviez sur cet espace une ancienne école des années 50, préfabriquée, atroce, quoi. Là, vous avez la cour des enfants avec quelques arbres qui étaient plantés dedans. Entre le mur, le trottoir, la barrière, l'école et la cour, c'est vraiment sordide. Et jusqu'en 2015, elle a été désaffectée. Elle a servi quelques mois au service technique pour stocker du matériel et puis elle a été rasée. On a fait un projet un petit peu, voilà, c'est pas très travaillé en termes de conception, mais vous allez voir que la technique sort un tout petit peu de l'ordinaire. Donc voilà, une fois que l'école a été démontée, on a demandé à récupérer tous les gravats du plan de rénovation urbaine. Donc l'école a été concassée. Vous voyez, il y a un petit immeuble tout à gauche du panoramique en haut. Cet immeuble a été déconstruit, concassé. Plan de rénovation urbaine à l'échelle du quartier, tous les autres immeubles déconstruits, concassés, les voiries concassées, les parkings concassés. Ces 1800 mètres cubes de déblais ont été stockés sur site et ont permis de commencer à faire des nivellements et de commencer un petit peu à modeler le site. Ensuite, sur cette vaste zone de remblai, hein, plutôt que d'avoir envoyé ces déchets dans une carrière à 40 km avec une noria de camions pendant des mois, finalement, on a tout stocké sur place, on a fait notre décharge sur place et on a mis simplement 5 cm de terre végétale dégueulasse, hein, pourrie, hein, qui venait du coin, partout où on pouvait en récupérer dans le coin, vous voyez, pour pas voir que c'est du béton et du goudron juste en dessous. Et finalement, on a contaminé tout ça avec nos bactéries, nos mycorhizes. On a planté 1500 arbres dans les remblais, on a planté 50 arbres fruitiers, et puis on a quasiment eu 100% de reprise de ces végétaux-là, sans arroser plus que ça, bon, avec un paillage bien évidemment, pour faciliter tout ça, mais une réussite des plantations bien au-delà de ce qu'on imaginait. Donc voilà, ce petit jardin, ce petit terrain d'aventure là fait le lien complètement avec la nouvelle école qui malheureusement étant toute récente a quand même une cour en goudron et puis voilà, on aurait pu
les archives qu'on réussi auraient pu faire d'un point de vue de cours d'école un peu plus nature en ville. Mais voilà, cette zone qui est en fait une vaste décharge pour le plan de rénovation urbaine du quartier, est devenue un terrain d'aventure pour différentes populations du quartier, qui est un quartier un peu sensible, hein, même si on a une très belle vue sur le château de Saumur. De l'autre côté, c'est beaucoup plus sensible, avec une vraie biodiversité qui se développe et des gamins qui jouent là-dedans de manière très, très simple avec des petites cabanes, des choses comme ça, pas très étudiées d'un point de vue artistique, mais voilà, une efficacité et aussi une frugalité dans les coûts, hein, puisqu'on est sur des coûts au mètre carré ridicules. On est sur une vingtaine d'euros, je crois, du mètre carré pour l'ensemble du site, tout en ayant recyclé la ville sur la ville. Tous les jeux sont en robinier, donc un arbre qui pousse en France et qui est naturellement imputrescible. Donc des choses très très simples, voilà, et puis surtout un travail sur l'eau. Alors vous avez compris que l'ensemble du site était un remblai végétalisé et perméable, donc une véritable éponge. Et puis comme on ne se satisfaisait pas que du fait d'infiltrer l'eau là où elle tombe. On a pris aussi les eaux présentes en amont du quartier, donc dans la rue et dans la nouvelle école. Donc on a récupéré toutes ces eaux-là pour faire une zone d'infiltration et une zone humide. Et vous voyez que la clôture n'est pas du tout là pour empêcher les gamins d'aller se noyer, comme pourraient avoir peur certains parents, mais plutôt pour empêcher certains chiens de venir embêter plutôt la faune sauvage très présente. Et puis les gamins ont accès à l'eau quand l'eau est haute, hein, la clôture passe dans la mare, donc les gamins peuvent aller dans l'eau, patasser, tomber dans l'eau, voir ce que ça fait, et puis se relever, et puis pleurer, et aller voir sa maman en pleurant. Essayer d'attraper une grenouille aussi de temps en temps. Donc, une vraie volonté de travailler avec des vases communicants sur la gestion de l'eau qui a permis de libérer des problématiques techniques en aval de ce site-là, puisque les réseaux en aval étaient complètement dépassés par les flux d'eau qui arrivaient dans ce secteur-là. Donc voilà ce qui donne ce genre de choses en ville, et cet espace-là, hein, encore une fois, qui est complètement artificiel l'année précédente, finalement offre un paysage de biodiversité, un refuge pour la faune et la flore assez intéressant. Le fait aussi que l'eau varie tout au long de l'année dans cette mare-là, c'est hyper important pour la biodiversité. Ça crée des micro-espaces pour la reproduction de certains insectes et certains oiseaux. Et quand on a eu des événements pluvieux assez puissants, là, notamment cet été, là, je crois que c'était fin juin ou début juillet à Saumur, bah, il est tombé en quelques heures des grandes trompes d'eau. Donc moi, j'ai foncé, je suis allé au Clocoutard directement voir comment ça se passait. Donc là, la mare là-haut, bah, elle avait fait son job, elle avait repris toutes les eaux pluviales en surplus du quartier. Il y avait encore une grande marge de manœuvre, hein. On pouvait sans problème avoir un autre orage après. Mais par contre, en allant sur place, bah, j'ai pu passer dans la ville pour découvrir bah, les rues inondées et les trottoirs défoncés par les torrents qu'il y avait eu quelques dizaines de minutes auparavant, quand on utilise des sols imperméables et pas végétalisés comme partout dans le reste de la ville. Un autre exemple, toujours en ville, en région parisienne, on a simplement respecté une zone humide présente dans un bois à l'abandon à quelques dizaines de mètres de la mairie sous les Chartreux, avec un peu des notions de land art. En fait, on a mis tout l'argent sur les cheminements pour préserver les zones humides et pour que les gens puissent se promener dans cet espace-là sans dégrader l'environnement, tout en recyclant toujours bah, les petites allées avec du béton recyclé, tout simplement, et qui a servi d'illustration à cette brochure de Plantécité sur la frugalité. Encore une fois, mettre l'argent au bon endroit pour valoriser l'ensemble d'un site, ça me semble important. Et c'est pour ça qu'on adhère tous à ce mouvement de la frugalité. Un exemple aussi assez particulier en ville, là on est à Aviré, dans le nord du Maine-et-Loire. Vous aviez dans les années 80 un monsieur qui a acheté un terrain
en centre-ville. C'était certainement des prairies un petit peu humides avec une petite rivière qui passait à côté. Donc, il achète le terrain, 1900, allez, on va dire 1985, il vient avec une pelleteuse, il fait un grand trou, il se fait un bel étang avec une île au milieu, une petite passerelle faite avec des poteaux électriques pour se rendre sur l'île. Et puis finalement, bah, ça vivote quelques instants, quelques années, et au final, bah, avec le réchauffement climatique, avec la chaleur, etc., l'été, il n'y avait plus grand-chose à voir sur place. Là, même si la commune avait fait un panneau pour interdire de se baigner, ben, on s'apercevait qu'à certains moments de l'année, ce n'était même pas une problématique puisqu'il y avait quasiment plus d'eau. Donc la mairie rachète ce terrain-là dans les années 2005-2006 et puis la volonté, c'était de refaire vivre cet étang, d'améliorer cet étang, d'embellir cet étang avec une grosse digue autour, cette haie de tuya taillée et puis cette bande de pelouse tondue par les services techniques en permanence. On est situé entre l'école et la cantine, avec le village tout autour. Donc on a fait un projet, tout simplement, on a détourné la rivière. En fait, la rivière a méandre partout en amont d'Aviré, elle méandre partout en aval d'Aviré, mais comme par hasard, dans Aviré, elle était toute droite derrière une digue de l'étang. Donc, bah, on a proposé de refaire un méandre à la place de l'étang pour refaire une zone humide telle qu'on pouvait l'imaginer. Alors, quand on fait ce genre de travaux-là en paysage, hein, on a l'impression qu'on va construire un immeuble ou un centre commercial, mais non, c'est vraiment des gros travaux lourds pour pouvoir caler les niveaux, pour pouvoir aussi permettre d'améliorer les rétentions et l'expansion de l'eau dans cet espace-là, puisque bien évidemment, la petite rivière qui était canalisée derrière sa digue auparavant, eh ben, elle inondait toute une partie du village. Donc, il y avait aussi une problématique de gestion de l'eau, une problématique d'inondation en réalité. Donc, voilà ce que ça a donné quelques mois après les travaux, hein, tout en calant les niveaux pour obtenir des cheminements qui passent sous l'eau à certains moments de l'année, d'autres qui sont hors d'eau en permanence, et obtenir cette image-là vraiment en centre-ville. Quand on repense à l'image avec la haie de tuya tout autour et puis le petit cheminement tondu tout autour de l'étang, on s'aperçoit qu'il y a une vraie plus-value en termes de qualité paysagère, en termes de détente et en termes de cadre de vie. Donc voilà, il y a des zones de frayère, il y a des zones pour les brochets, il y a des zones pour certains batraciens, etc., etc. Et très très vite, autant le relevé faune-flore avant les travaux était quasiment nul. Hein, je crois qu'ils avaient repéré une couleuvre, mais zéro libellule. Et un an après les travaux, vous aviez plus de 13-14 libellules présentes sur place, dont certaines extrêmement rares. On voit bien hein, que dès qu'on remet les conditions pour que les hommes, mais aussi la biodiversité puissent réinvestir les lieux, ça fonctionne très très bien. Là, vous avez des ados qui ont abandonné la PS5 pour aller se balader et se détendre dans l'espace naturel. Et de l'autre côté, vous avez les gamins qui rentrent de la cantine pour retrouver leur école. Donc, c'est assez satisfaisant de voir ça pour un paysagiste. Cette reconnexion des enfants avec la nature, c'est motivant. Mais ce qui veut dire qu'il faut savoir aussi attendre que ces prairies arrivent à maturité. Hein, c'est vrai que bon, toutes les photos que je montre là, c'est assez séduisant, mais il ne faut pas hésiter à laisser évoluer ces prairies jusqu'en septembre, voire octobre, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fleurs, que toutes les fleurs se soient et montées en graines, et que tous les insectes aient eu le temps de se reproduire, de faire leur cycle de reproduction. Donc voilà, une petite passerelle en acier brut, hein, tout simplement. Alors là, en tant que professionnel, je peux vous dire la difficulté qu'on a de dire à une entreprise qui fait des passerelles de nous laisser un IPN en acier brut, de ne pas le galvaniser ou de ne pas le thermolaquer.
Ils nous parlent de garantie décennale, ils nous parlent ils peuvent pas faire autrement que de nous la passer dans une machine qui va faire chauffer la peinture ou galvaniser la structure. Puis finalement, on a dit qu'on assumait l'entière responsabilité de cette passerelle en acier brut, c'est que du fer plein, donc on sait très bien que dans un siècle, elle sera encore là. Et voilà, ce calage de niveau a permis vraiment de faire cette zone d'expansion des crues de cette petite rivière et de sécuriser vraiment le village, permettant aux enfants d'aller à leur cantine et de retourner à l'école, même en cas de crue sur le site. Donc, c'est ce projet-là qui a marié, bien sûr, des notions de biodiversité, de cadre de vie, mais aussi de techniques assez pointues de gestion des crues, qui a permis d'avoir un certain nombre de prix, dont le trophée de l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, une victoire du paysage au niveau national, et puis prix départemental aussi. Et qui sert aussi d'illustration à la GEMAPI par rapport justement au végétal et à la gestion des inondations, qui est petit fascicule qui est présent dans toutes les communes de France. Un autre exemple aussi intéressant d'un point de vue technique, toujours, c'est collégien en 77, donc toujours région parisienne. Moi, j'avais la maîtrise d'œuvre du parc, du petit parc naturel, hein, à réaliser sur un terrain agricole, et puis le paysage de cet écoquartier aussi qui était géré, décidé par des architectes. Donc, en fait, les ingénieurs et les techniciens dans l'équipe des architectes avaient imaginé, par rapport à cet écoquartier, de faire une canalisation pour évacuer les eaux pluviales sur 600-700 mètres de long, à certains endroits à moins 7 mètres de profondeur, pour évacuer l'eau de pluie. Alors, c'était un truc qui coûtait 800 000 €, voilà, qui était techniquement certainement très intéressant à mettre au point d'un point de vue technique, mais en termes de frugalité, pour le coup, ce n'était pas très satisfaisant. Donc, moi, en réunion, j'ai demandé à ce que cette canalisation soit transformée tout simplement en une noue, en un écoulement qui permet aux eaux pluviales de circuler et puis de se rendre naturellement au point bas, tout en passant par des espaces naturels et puis des passages pour ceux qui se baladent, ponctués de mares, de zones humides, etc. Vous voyez cette noue là qui traverse le site et qui alimente différents points d'eau pour retrouver aussi une biodiversité assez phénoménale. Là, on est dans le 37, donc Indre-et-Loire, vous avez en cœur de ville aussi un petit terrain un petit peu laissé comme ça, utilisé de temps en temps pour des manifestations, mais surtout tondu toutes les semaines ou tous les 15 jours par un micro-tracteur qui fait que la pelouse est laissée à pourrir sur place en permanence. Et en termes de biodiversité, c'est pas bon tout ça, parce que vous apportez de la matière organique en permanence et ça enrichit le sol et ça oriente le terrain vers un champ d'ortie ou un champ de ronces. L'ortie et les ronces, des choses très importantes d'un point de vue de la biodiversité, mais que des orties et que des ronces, c'est pas bon pour la biodiversité. Donc, on a fait un petit projet, voilà, simplement avec des prairies fleuries. Voilà, dans le centre-ville, vous avez des jeunes filles qui se prennent en photo là au milieu des fleurs. Donc, un vrai intérêt de cadre de vie. Des jeux pour enfants, pour les ados, pour les plus petits, etc. Des choses très, très simples, toujours en robinier. Et puis, toujours cette psychologie un petit peu perturbante, c'est-à-dire on est dans la même ville. Les jardiniers ont eu le même discours, mais vous voyez, il y a la clôture et bah, c'est pas parce que d'un côté c'est plus soft, on laisse plus la biodiversité s'exprimer et que c'est plus tranquille que voilà, de l'autre côté, malheureusement, on a le parking et le gars qui vient avec son matériel faire bien propre comme d'habitude, quoi. Malheureusement, c'est
Des projets comme ça, on pourrait dire que ça va permettre que toute la ville soit végétalisée et fasse un bel accueil à la biodiversité, mais non, on a toujours des réflexes visiblement bien ancrés pour que ça ne se passe pas comme ça. Dompierre-sur-Yon aussi, une petite vallée à l'abandon, vraiment au cœur de ville. Vous avez vraiment la mairie, le supermarché, le bourg ancien d'un côté et tous les quartiers résidentiels de l'autre côté de la vallée. Là, vous avez l'impression que c'est une petite Amazonie, mais en réalité, c'est une peuplerie. Hein, donc, d'un point de vue biodiversité, pas très intéressant. Et puis, finalement, le ruisseau qui est présent ici, qu'on ne voit même plus, qui commence à être emblayé par des tas de gravats qu'apportaient les gens en permanence. On enlève la peuplerie, on fait du débardage à cheval avec les enfants des écoles, etc. Une vraie concertation. Cette petite vallée se révèle à nouveau de manière très naturelle au cœur du village. On a des allées en grave naturel qui permettent de passer d'un étage à l'autre avec une voirie PMR, hein, avec les bonnes pentes qui vont bien. Voilà, quelque chose de très très simple, circulation des enfants au retour de l'école, du cycliste, etc. Des petites allées végétalisées derrière le centre commercial. Là, on est vraiment 10 mètres sur le côté. Vous avez le grand mur du centre commercial. Des choses très très simples, toujours des chevrons de robinet qui permettent de faire l'escalier pour passer plus vite d'un étage à l'autre. Ces allées, du coup cet escalier qui devient un truc un petit peu, qui sort un petit peu de l'ordinaire, ça fait partie d'un parcours sportif à l'échelle de la ville. Et là, les joggeurs se font un malin plaisir de monter 4-5 fois l'escalier pour faire du sport. Et finalement, cet aménagement très très simple aussi reçoit des prix intéressants au niveau du ministère des zones humides, au niveau des victoires du paysage national et puis aussi au niveau départemental. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que les élus qui n'étaient pas forcément persuadés du projet au départ, grosse réticence, même si ce n'était pas dans leur habitude, ce n'était pas quelque chose qui les intéressait fortement. Ça a été même tendu à certains moments. On a quand même réussi à amener le projet. Et l'acte déclencheur qui a fait accepter le projet par les élus et la population, c'est que dès l'inauguration, il y a eu une organisation d'une fiesta sur l'environnement et sur l'écologie qui était à l'échelle de l'agglomération, qui s'est passé dans ce lieu-là. Et tous les gens qui étaient des fermes biologiques, des vendeurs de produits bio, des colloques sur la biodiversité, sur la nature, etc., ont tous dit à Monsieur le maire que c'était un cadre fabuleux d'avoir ça en ville pour pouvoir mettre des stands, des artistes, etc., que c'était le paradis, que c'était voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, les élus se sont dit, bah waouh, on tient quelque chose. Et moi, je les ai invités à pousser le projet un peu plus loin, c'est-à-dire que cette biomasse produite par cette vallée, puisque vous avez énormément de prairies, vous avez énormément d'arbres, de végétaux qui poussent, cette biomasse, à un moment, on l'a vu tout à l'heure, il faut bien la faucher et exporter cette biomasse, parce que si vous la laissez pourrir sur place, eh ben, ça appauvrit la biodiversité. Donc, on fait des petites bottes de foin, on s'amuse avec les gamins, etc. On fait des plantations, on arrose tout ça, et puis vous voyez, l'abribus, mais aussi la mairie, on fait des petits jardins de permaculture tout simplement à partir de biomasse, et on a des tomates qui poussent devant la maison de retraite ou un melon qui pousse en allant à la mairie. Donc, on voit bien que finalement, ces prairies qui sont hyper importantes d'un point de vue écologique et pour la biodiversité, quand elles arrivent à leur terme, au moment où elles sont le moins jolies, hein, c'est vrai, hein, quand une prairie est toute sèche, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est moins vendeur qu'au printemps, mais on retrouve ces étages, ces fameux étages de l'oasis, c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses au niveau du sol. Vous voyez la petite rainette là qui circule dans ces prairies-là et tout ça, ça conserve aussi énormément d'humidité. Et vous avez plein de petites plantes qui se débrouillent là-dedans, des petits mammifères, des petits insectes qui sont complètement liés à cette prairie. Et à un moment, effectivement, à l'automne, le plus tardivement possible, vous faites des petites bottes de foin, vous exportez ça et vous en faites des jardins de permaculture dans les cours d'école, sur les toitures, sur les anciens parkings. Et puis après, de la méthanisation individuelle, des agrocarburants, de l'isolation des maisons, puisque moi je pense, et j'insiste toujours là-dessus, du foin de fauche tardive est beaucoup mieux que de la paille pour faire l'isolation des bâtiments en architecture. C'est bien mieux pour la biodiversité, alors que la paille dans les champs agricoles doit retourner au sol justement pour la vie du sol.
La paille n'est pas du tout un déchet agricole à utiliser en architecture. Par contre, la biomasse issue des espaces naturels, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est bon pour la biodiversité. Donc voilà, cette conférence-là, j'avais fait il y a 2 ans à Orléans, et en passant à Orléans l'autre jour, j'ai vu qu'ils avaient mis en place ce type d'aménagement sur des espaces assez minérales, et que ça fonctionne bien assez simplement. Avec cette biomasse, on arrive à retrouver un peu de biodiversité en ville. Un dernier exemple, alors, tac, c'est toujours mon téléphone, il faut décrocher et raccrocher sous le nez du gars pour que ça fonctionne. Un jardin collectif à Tours. En fait, on a juste maîtrisé le dessin et puis l'aménagement du site, mais on n'a pas pu recréer un sol vivant sur place, puisqu'il y avait une ancienne ferme, une ancienne cour de ferme, et tous les déblais de déconstruction ont été régalés sur place. Donc, c'était un sol, à l'image du jardin du Clos Coutard tout à l'heure, c'était un sol fait que de remblais. Donc, on a fait un petit cahier des charges à destination des jardiniers. On n'a jamais été en contact avec eux. On a juste fait notre boulot de maître d'œuvre et de faire le petit cahier des charges de prise de possession des lieux. Il y a une association qui s'est montée pour tout gérer ça en interne. Nous, on n'a pas eu droit de dialoguer avec eux. C'était simplement par l'intermédiaire du petit fascicule. Et finalement, on s'aperçoit 2-3 ans après que non seulement ces jardiniers un peu amateurs ont su très bien faire vivre leur sol, reconstituer un sol intéressant, et ont fait des jardins assez fantastiques d'un point de vue de la permaculture, du respect de l'environnement et de la biodiversité. Des petits espaces très intéressants où chaque famille cultive ses légumes de manière très très douce et intelligente. Et c'est un véritable plaisir de voir ça, que finalement, à partir du moment où on donne quelques indications pour que les gens puissent s'exprimer, y aller, c'est rassurant. Ils y vont, ils le font, et sans problème, et ça marche très très bien. C'est assez fantastique, ce type de résultat-là. Juste une petite parenthèse, j'ai la chance de travailler sur un projet assez atypique. Vous avez dans le nord de la Vienne un château qui a été remanié beaucoup au 19e siècle et qui était un petit peu trop travaillé au niveau des sculptures, des fausses tours médiévales, etc. C'était devenu quelque chose d'assez massif finalement. Il a brûlé en 1932, et depuis 1932, en 90 ans, il s'est végétalisé. Donc, ce qui a donné un château au milieu d'une douve en eau assez incroyable, avec des arbres qui sortent des fenêtres, des terrasses vénitiennes végétalisées assez incroyables. Et tout ça, ça a été racheté par 28 000 copropriétaires du monde entier pour tout simplement essayer de conserver cette image romantique à ce monument-là, et de le visiter en tant que tel, en tant que ruine romantique végétalisée. Et donc là, on voit bien que la vie du sol, avec le temps, hein, ça peut toujours se mettre en place, sauf qu'au niveau de la transition écologique, on n'a pas le temps de le faire naturellement. Il faut vraiment que nous, on le fasse en accélérant les processus, en injectant les mycorhizes et les bactéries dans le sol. Mais ici, en 90 ans, les bactéries et les mycorhizes ont fait leur job, et dans la cour pavée du château, vous avez un bouquet d'arbres qui poussent, et on voit toutes les racines qui circulent sur les pavés. Et ce sont les mycorhizes qui arrivent à passer entre les pavés pour donner des nutriments et de l'eau à ces végétaux-là. Donc voilà, notre regard doit vraiment changer sur ce que va devenir la ville dans les années qui viennent, enfin, le plus vite possible. Là, vous avez des colonnes de permaculture avec que des coquilles d'huîtres à l'intérieur, et les bactéries et des mycorhizes, qui permettent sur 3 mètres carrés de faire pousser 150 plants de légumes, tout simplement. Là, c'est uniquement la gestion de l'eau, hein. Bien sûr il faut irriguer ces colonnes-là de temps en temps, mais c'est uniquement la gestion de l'eau qui est la plus-value humaine à ce type de dispositif. Mais c'est pas les engrais chimiques, c'est pas les produits phytosanitaires qui sont la solution à ce type de procédé. Vous voyez que sur les routes, sur les bas-côtés, hein, on aurait pu faire ça à Fontevraud. C'est-à-dire que sans problème, on peut avoir des espaces résistants pour les tracteurs, pour les camions, pour
qui se croisent, tout en ayant une gestion de l'eau et de la biodiversité beaucoup plus intéressante. Autre exemple, avec ces gamins qui sortent de leur car scolaire en passant sur ce type de revêtement. Encore une fois, jamais de bordure, on laisse l'eau s'infiltrer sur les abords, là où on circule, et on n'est pas sur des espaces où il y a de la boue, il y a des problèmes de gel, de dégel, de machin de bidule. Tout ça, c'est assez bien réglé grâce à la vie du sol. Et puis finalement, ce genre de paysage aussi va être de plus en plus fréquent. Il faut l'accepter. Finalement, il n'y a pas mort d'homme, hein, malgré le fait que cette commune-là m'a appelé en me disant que ça faisait pas propre, ça faisait abandonné et dégueulasse. Mais ça fait partie du concept, il faut l'accepter, il faut tolérer ce genre de choses si on veut se sortir de nos problématiques. Voilà aussi un boulevard en région parisienne qu'on a réalisé il y a quelques années. Ça, c'est une photo du mois de juin, il me semble. On voit bien qu'il y a des circulations toujours de camions poubelles, de voitures, etc., que les gens peuvent circuler, que les gens peuvent faire du sport, c'est pas un problème. On n'empêche pas les gens de vivre leur ville comme ils le faisaient d'habitude. Par contre, toute l'eau est gérée de manière alternative avec des gros problèmes de gestion d'eau, bien sûr, dans ces bas de vallée ici. Et puis finalement, cette petite famille-là, qui, avec un chardon sous les yeux, finalement cueille un bouquet. Vous avez les marguerites sur le dessus de la poussette. Et puis cette petite fille qui se rend chez elle avec son coquelicot à la main sur un trottoir végétalisé, perméable, avec la vie du sol, sans problème de boue, sans problème de chute, etc. Et puis des projets de cours d'école aussi, où on peut sans problème imaginer des terrains d'aventure pour les gamins avec de l'eau, des arbres, des cabanes dans les arbres, des filets suspendus dans lesquels ils peuvent s'amuser. Ça sera quand même beaucoup mieux que tout ce qu'on a eu sous les yeux depuis 50 ans dans nos cours d'école. Le, le, le chardon et toutes les familles de chardons associées, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des chardons, mais qui ne sont pas des chardons. Ce sont un peu l'avant-garde de la biodiversité. Donc, depuis le code napoléonien, depuis 210 ans, on nous dit qu'il faut absolument arracher les chardons de partout. Mais si vous arrachez les chardons partout, vous n'avez pas les chardonnerets, qui est l'oiseau qui est complètement lié au chardon et qui a vu sa population diminuer de 70% ces 10 dernières années en province. C'était des oiseaux qui étaient complètement liés à l'agriculture et à certaines plantes. Donc voilà pour la notion de nature en ville. J'espère que j'ai essayé par des exemples de traiter le sujet le plus précisément possible ou essayer de montrer que le regard doit changer sur la notion de nature en ville. Oui, on va dire que même un aménagement de voirie, j'essaie de le faire un peu sauvage aussi. Ouais. D'accord. Même une zone d'activité, tu vois, j'essaie de la faire sauvage. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans la conférence de ce soir, mais c'est pas grave. Vous avez vu que je m'intéressais beaucoup à ces notions d'écologie, mais je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Par contre, quand j'ai des dossiers un peu plus pointus, je travaille avec des écologues. Donc, ce qui est très intéressant, justement, c'est d'avoir leur avis en amont du projet, d'avoir leurs conseils sur justement les sites pour je pense que c'est le crapaud accoucheur dont tu parlais à l'instant, là, leur site de reproduction, leur site d'hivernage, etc., d'avoir leur prescription pour que finalement le projet tienne compte de tous ces éléments-là et qu'au final, tout le monde soit content, que les gamins soient contents, les habitants soient contents, que le crapaud accoucheur soit content, que la libellule puisse revenir dans le secteur en créant des écosystèmes les plus adaptés possibles et les plus variés possibles. En fait, plus vous diversifiez vos aménagements, plus vous avez de chances que tout le monde s'y retrouve. Et donc, effectivement, dans les projets, on met souvent des
des tas de pierres à un endroit pour certains batraciens, des tas de bois, des tas de branchages pour le hérisson, une frayère avec un certain niveau tout au long de l'année pour certains poissons, des rives aussi en pente douce et puis plus abruptes pour d'autres. Voilà. Plus vous avez une diversité dans le modelage de tous ces éléments-là, moins vous avez de bâches plastiques et de clôtures, mieux c'est pour l'environnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de revêtement perméable, c'est une notion à essayer d'étaler sur la ville le plus possible partout. Donc, un revêtement imperméable dans un jardin public, ça va devenir de plus en plus une aberration. Donc, on ne va même pas parler de puisard ou d'essayer de récolter les eaux pour les infiltrer à un endroit bien particulier. Mais par contre, cette allée peut-être en goudron rouge ou en pavé autobloquant, etc., enfin, je ne sais pas, ou en stabiliseur renforcé, cette allée, on va pouvoir la brasser, la faire vivre avec les bactéries et les mycorhizes et puis la redistribuer sur place en la transformant en revêtement perméable et végétalisé. Donc, du coup, on n'aura pas besoin de puisard sur le côté pour gérer l'eau de pluie. L'eau s'infiltrera dans l'allée et s'infiltrera sur les accotements qui seront le plus vivants possible, parce que plus c'est vivant, plus ça sera perméable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mycorhizes vivent en symbiose avec les racines des plantes, que ce soit une toute petite plante ou que ce soit un gros arbre, c'est un peu la même chose. Et finalement, ces mycorhizes, elles vont très très profondément dans le sol, bien plus profond que ce que ne font les racines. Et la mycorhize fait partie de la racine, c'est une symbiose en réalité. Donc, on pense toujours que les racines des arbres, c'est quelque chose qui va très très loin, etc. En fait, c'est plutôt la mycorhize qui va se connecter à la racine et qui va aller chercher l'eau en profondeur, qui va permettre aussi d'infiltrer l'eau en profondeur et de la faire remonter quand il fait chaud et que les végétaux vont demander de l'eau par évapotranspiration au niveau des feuilles. Donc, c'est un système qui est hyper intéressant puisque non seulement quand il pleut, ça infiltre l'eau de manière extrêmement forte, même si vous avez un sol argileux, etc., que les techniciens vous disent que c'est un sol argileux, que ça ne peut pas infiltrer. Ça, c'est vrai si vous avez un sol argileux stérile. Mais si vous avez un sol argileux vivant avec les mycorhizes qui font leur job, etc., l'eau passera bien sûr de manière assez forte dans les rochers, dans l'argile. Donc voilà, il ne faut plus parler de puisards, de choses comme ça. En fait, on s'aperçoit que dans n'importe quel projet, même si on a une toute petite surface d'espace libre autour des bâtiments, ces surfaces-là, si elles sont bien faites, si elles sont bien vivantes, elles permettront d'infiltrer sans problème les eaux pluviales du secteur. Ensuite, les câbles. Donc, la plupart des projets que vous avez vus là ce soir n'ont pas d'exutoire en réalité. On renvoie jamais à un réseau. On infiltre tout sur place, on gère tout sur place. Là, on travaille sur des écoquartiers là en ce moment sur un projet. On ne va pas chercher de l'exutoire autour de la zone pour pouvoir envoyer nos eaux pluviales. On infiltre tout sur place, même s'il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de maisons, etc. À Fontevraud, vous avez vu ces façades végétalisées avec ces rosiers qui grimpent, effectivement. Il n'y a que quelques câbles de temps en temps, hein, verticaux, qui permettent d'accrocher la plante, de la palisser pour avoir ce rendu-là. Donc, très, très simple en termes techniques, hein. C'est un piton en bas, un piton en haut, un câble tendu, point barre. Après, pourrait y avoir d'autres systèmes hein, beaucoup plus sophistiqués, mais là, c'est très, très simple, avec une toute petite fosse de plantation au pied. Mais à partir du moment où le sol est vivant, alors ce qu'on a aussi comme réflexion, c'est que des plantes euh,
qui végétalise le pied de façade, ça pourrait créer de l'humidité, ça pourrait abîmer la façade. Mais en fait, c'est tout le contraire. Quand vous avez des plantes en pied de façade, ça assainit la façade. C'est toujours le système d'infiltrer les eaux et aussi de la pomper en cas de forte sécheresse. Donc, autant vous pouvez avoir de la stagnation d'eau si vous avez un enrobé qui vient ou un béton qui vient se coller à la façade, autant si vous avez cette petite fente végétalisée, ça permet d'assainir complètement la façade. Ce qui est intéressant aussi, c'est votre réflexion par rapport à ces arbres qui sont plantés. Alors, moi, je plante jamais des arbres dans le bitume, mais on voit bien que dans toutes les cours d'école, dans tous les trottoirs de France, vous avez des arbres qui poussent au milieu du bitume. Et on voit bien que ces arbres, ils s'en sortent. Ils s'en sortent, ils ne sont pas particulièrement étouffés, ils ne sont pas particulièrement perturbés par cette couche étanche qui vient refermer au pied. Alors, c'est vrai que le sol est beaucoup moins vivant, mais en tout cas, cette couche imperméable au pied de l'arbre, en fait, c'est une sorte de gros paillage qui va retenir l'eau. En fait, l'eau va rester à stagner sous le goudron et finalement, ça va être bénéfique pour l'arbre. Ça va pas être bénéfique pour la biodiversité, ça va pas être bénéfique pour l'infiltration de l'eau en ville, mais ça ne dérange pas plus que ça l'arbre. Et quand on passe avec des revêtements perméables et végétalisés au pied des arbres, ça peut être des pavés, hein, ça peut être des dalles, mais simplement des petits joints de temps en temps avec cette vie du sol, l'eau s'infiltre vraiment de manière conséquente dans les joints, elle va circuler en dessous des pavés ou des dalles, va être infiltrée et va être restituée aussi de la même manière quand il y aura des fortes canicules. Donc, n'ayez pas peur des revêtements minéraux, des pavés, des dalles, on peut même recycler les vieux pavés autobloquants en leur faisant un peu plus d'espace pour que le joint soit végétalisé. N'ayez pas peur de ça parce que ça fonctionne très très bien. Et puis là, vous avez les champignons qui poussent, comme j'ai pu vous le montrer à Fontevraud. Ensuite, les réseaux. Oui, donc effectivement, moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais un peu tributaire de tout ce que me disaient les bureaux études VRD. Souvent, les paysagistes travaillent, ils ont 30% des honoraires et puis le bureau études VRD a 70% des honoraires pour aménager une voirie, par exemple. Et puis, ils vous disent que non, il y a des réseaux, on ne peut pas planter. Donc, finalement, votre rôle, c'est vous dessiner un petit peu l'axe de la voirie, vous essayez de placer un arbre de ci, de là, mais finalement, c'est assez frustrant. Donc, moi, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de plus travailler avec des techniciens de VRD qui me racontaient toujours la même chose, mais plutôt de comprendre la problématique des VRD, les techniques des voiries, les techniques des réseaux, et puis simplement avec des géotextiles ou des toiles antiracinaires, on arrive parfaitement à protéger les réseaux et vous n'avez aucune racine qui va vouloir percer une canalisation de fonte ou une conduite de gaz. Ça, c'est dans l'esprit des gens, mais il y a eu quelques problèmes avec des réseaux d'assainissement en tuyaux fibrociment. Effectivement, quand vous aviez une fissure à un endroit, la racine se mettait dedans et ça bouchait le tuyau. Ça, d'accord, mais sinon, tous les réseaux d'eau potable, les réseaux sous pression, les fils électriques, tout ça, la racine, elle s'en fiche complètement. Elle va jouer son rôle autour. Par contre, il faut faire des fosses. Alors, moi, j'étais aussi en début de carrière à rechercher des fosses de la plus grande dimension possible. On s'en fiche, hein. Encore une fois, la vie du sol, c'est les premiers centimètres. Donc, si vous avez des trottoirs qui sont vivants, vous faites une fosse d'une certaine dimension, mais après, les racines, tout ça, ça va se débrouiller un petit peu avec la vie du sol, du trottoir, de la voirie, des jardins à côté, etc. Enfin, ça change complètement d'environnement pour les végétaux. C'est une espèce de nappe vivante qu'on met sur la ville et qui nous apporte tous ces bienfaits, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un truc que j'ai étudié il y a une dizaine d'années. En fait, j'ai observé une ancienne allée en stabilisé ou un ancien boulodrome en stabilisé, en gravier, etc. Tu reviens 10 ans après, c'est végétalisé. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où les gens ont étalé leur grave naturel, leurs cailloux, leur sable,
Et 5 ou 10 ans après, où finalement la nature, elle est présente, elle est là, puis ça vit bien, tu as des insectes qui viennent, tu as des papillons, ça pousse, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, donc moi, comme j'y connaissais rien à tous ces phénomènes-là, avec des spécialistes, j'ai essayé de comprendre. Et puis finalement, je me suis aperçu que bah, toutes ces notions de vie du sol étaient extrêmement intéressantes, importantes, cruciales pour tout ça. Et, euh, et qui, à 20 ans, n'avait pas la technicité pour pouvoir se servir de ça. Et j'ai parlé avec une entreprise qui est présente pas très loin de mon agence, là, en province, et qui finalement, ce sont des spécialistes mondiaux des sports de mycorhizes. Donc, quelque chose qu'ils ont allé en 2007-2008, ils avaient la technicité pour pouvoir reproduire en laboratoire. Donc, une mycorhize, c'est invisible à l'œil nu. Donc, le sport de mycorhize, il faut imaginer ce que c'est. C'est vraiment le truc, c'est de la poussière, mais voilà, c'est très microscopique. Et eux, ils sont capables de collecter ces spores de mycorhizes et de pouvoir la mettre sur un support et de pouvoir contaminer le terrain avec ça. Et, Chose qu'on peut faire en utilisant un compost de forêt, etc. On peut prendre des choses dans la forêt effectivement contaminées et puis contaminer un autre site, mais ce n'est pas à l'échelle d'une ville, c'est à l'échelle de ton jardin. Si tu veux te faire ton potager, tu peux commencer à bricoler ça pendant quelques mois et puis tu vas réussir tu vas réussir à contaminer ton jardin. Mais là, à l'échelle industrielle, avec ces gens-là, on a mis au point une espèce de potion magique qui a un concentré de mycorhizes et de bactéries et qui finalement se présente comme une espèce de poudre de déchets végétales, mais c'est juste un support et tu as ces spores qui sont mélangés là-dedans. Tu mélanges avec un tas de cailloux, un tas de gravats et finalement ton sol qui était stérile la veille devient vivant le lendemain. Et quand les graines arrivent et quand les plantes arrivent, la symbiose se crée automatiquement par des trucs qui sont incroyables, hein. On en découvre tous les jours. Et puis, moi, je suis en contact avec un spécialiste de l'université de Dijon qui travaille ces problématiques-là et qui m'explique tout ça. Et c'est fou, il y a même des livres, hein, qui sont parus sur l'Internet du sol, etc. C'est fou tout ce qui se passe là-dedans. Mais en même temps, ça existe depuis 400 millions d'années. Au moment où les terres émergées sont sorties des mers, tu n'avais que des minéraux, tu n'avais que des rochers qui sortaient, tu n'avais pas de plantes. Tu avais des requins qui circulaient dans les océans qui sont quasiment les mêmes qu'aujourd'hui, mais tu avais les terres émergées, les plantes n'existaient pas. Et finalement, les mycorhizes et les bactéries ont commencé à rentrer dans le minéral, à produire des éléments. Et la symbiose fait que ces éléments ont été donnés aux plantes et la végétation s'est développée. C'est complètement incroyable. En agriculture ou en paysage, on utilise NPK, donc 3 éléments pour faire vivre les plantes, même dans l'agriculture urbaine, hein, quand c'est dans les tuyaux en plastique pour faire des tomates sur les toitures du mer. En fait, c'est des solutions avec NPK à l'intérieur, donc 3 éléments qu'on donne aux plantes. Mais en fait, les plantes, elles ont besoin de 28 éléments minéraux que seuls les mycorhizes et les bactéries sont capables de leur fournir. Donc, pas étonnant que vous ayez des maladies sur les tomates qui sont et c'est pour ça que tous ces environnements-là d'agriculture urbaine avec ces produits chimiques-là sont très préservés de l'environnement. C'est très aseptisé tout ça parce que, effectivement, dès qu'un puceron arrive, dès qu'une maladie arrive, ben, la plante n'arrive pas à se défendre parce qu'elle a que 3 éléments pour se soigner, alors qu'en réalité, c'est avec 28 éléments qu'une plante est en pleine forme, qu'elle se développe bien, qu'elle résiste aux maladies, etc. Les autres mycorhizes viendront naturellement, les autres bactéries viendront naturellement. Mais là, c'est un peu le concentré pour déclencher la vie du sol. Les trottoirs que vous avez vus ou les allées que vous avez vues, ce sont des allées en grave naturel ou en béton recyclé. Donc, il n'y a pas du tout de terre. Alors, je sais bien que c'est choquant par rapport à une vision d'écologue ou de personnes sensibles à la nature, mais en fait, la terre, ce n'est qu'un support en réalité. Les agriculteurs s'en servent comme support, ils balancent NPK dessus et puis ça pousse. La terre en ville, on n'a quasiment plus, on n'a pas de terre de bonne qualité vivante. Donc, la terre, c'est un support. Donc, ne parlez pas de pleine terre dans les opérations urbaines, on s'en fiche complètement. On ne va pas aller chercher de la terre dans des champs pour les ramener pour faire de la pleine terre, ça n'a aucun sens. Utilisez le minéral que vous avez sur place, et le minéral en ville, on en a énormément.
déconstruisez vos parkings, déconstruisez les structures de voirie, de chaussées, les immeubles. Et là, vous avez du minéral, vous le concassez, vous en faites vos couches de structures de chaussée, vous le compactez comme une voirie classique, mais par contre, vous injectez à un moment la potion magique et vous les végétalisez. Donc, il n'y a pas du tout de terre, donc vous n'avez pas de problème de boue, c'est très compact, vous pouvez rouler dessus avec un camion de pompier, mais par contre, ça joue le rôle d'éponge et de vie et de biodiversité. 40% de biodiversité dans les premiers centimètres du sol. Donc, si c'est un goudron noir, vous avez 0% de biodiversité. Mais par contre, si c'est vivant, vous avez déjà 40% de votre biodiversité que vous retrouvez à cet endroit-là. Et après, les insectes reviennent, les papillons reviennent, les oiseaux reviennent, etc., etc. Personnellement, non, à part l'expérience que j'ai faite à Dompierre-sur-Yon, où ils ont accepté qu'effectivement cette biomasse soit transférée dans la ville pour produire des légumes devant la mairie, devant la maison de retraite, etc. Ce n'est qu'une expérience qui a été faite qu'une seule saison. Mais je pense qu'à terme, on pourrait avoir des cycles locaux d'organisation comme ça, et ça fait un débouché sur cette biomasse qui pour l'instant, on l'a sur les bras, quoi. Et ça permettrait de solutionner pas mal de choses. Et ce qu'il faudrait voir aussi, c'est qu'effectivement, avec les architectes, moi, j'ai un petit souci, c'est que vous regardez la végétalisation des bâtiments d'une manière un petit peu, voilà, c'est critique, critique. C'est vrai que celui qui vient mettre des cagettes en plastique de sédum sur son bâtiment pour dire qu'il fait de l'agriculture urbaine ou qu'il fait de la transition écologique, il est complètement à côté de la plaque. Mais par contre, l'architecte qui fera une toiture avec une agriculture de biomasse pris dans le quartier à cet endroit-là, et ben, il commencera à avoir tout bon. L'architecte qui isolera son bâtiment avec la biomasse prise dans le quartier, il commencera à avoir tout bon. L'architecte qui fera des murs végétalisés qui produiront des légumes sur ses façades à 2-3 mètres de hauteur sans plus, sans passer par des systèmes de plastique, de machin, d'engrais chimiques qui viennent irriguer tout ça, il aura tout bon. Et de manière assez simple, et pour la frugalité, on est quand même pas mal. On est un peu on travaille sur un site et on a des cycles biologiques qu'on fait perdurer sur place grâce à la biomasse qui permet de réguler la température de la ville et qui amène de la biodiversité dans la ville. Donc c'est très généreux tout ça, mais quand on a des architectes qui sont encore sur des immeubles en béton avec des petites jardinières pour nous faire croire qu'ils font de la végétalisation de bâtiments et que tout ça, ça crève au bout de 2 ans parce que quelqu'un n'a pas à fermer la vanne d'arrosage automatique, on passe à côté de plein de choses, quoi. Alors qu'on végétaliser un bâtiment, une falaise, ou le château de la Motte Chandonnier, comme on a eu tout à l'heure, elle s'est végétalisée toute seule. Donc, quand on a les outils pour insuffler la vie sur une paroi, sur une façade ou sur une toiture, tout ça, c'est très, très simple. Ça fonctionnera très, 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 très simplement. Mais il faut arrêter les jardinières en béton et les faux discours sur la végétalisation des bâtiments ou le fait que certains architectes ont un rejet de ces systèmes-là par dire non, c'est de l'amusement pour les paysagistes, mais ce n'est pas de l'architecture. Il faut marier les deux vraiment. Il faut que les immeubles deviennent des falaises urbaines pour que certains oiseaux y nidifient, pour qu'on puisse se nourrir à hauteur de passants, etc., etc., quoi. Mais ça, c'est pas encore, c'est pas encore mis en pratique, quoi. C'est que des pistes de réflexion. Tout ça, c'est commercialisé. Moi, je fais juste de la recherche et développement. Je m'associe avec des industriels après qui finalisent le procédé, qui le produisent. Et tout le monde peut s'en servir. Tout le monde peut s'en servir. Vous tapez chaussée végétale, vous allez tomber sur un site internet, vous tapez pavé vert, vous allez tomber sur les joints végétalisés. Il y a VivaWay qui est en train de se mettre en place avec une start-up de Vendée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ils en parlent beaucoup dans la presse, au journal, etc. Ils n'arrêtent pas d'être interviewés. En fait, ce sont des pavés qui sont faits à partir de coquillages recyclés.
il y a des quantités de coquillages monstrueux dans les élevages d'huîtres, de moules, etc., dans les communautés de communes. Rien que le fait que les gens consomment des huîtres le samedi à la maison, il y a des quantités phénoménales de ces déchets-là où personne ne sait quoi faire. Et là, ils sont en train, à partir de béton bas carbone, de faire des pavés perméables, végétalisés, qui pourront faire les voiries de demain. Donc là, on a toutes les solutions pour pouvoir faire des routes végétalisées, des toitures végétalisées avec les coquilles d'huîtres aussi, qui sont juste mélangées en substrat, qui sont plus légères que la pouzzolane. Enfin, c'est incroyable. Oui, on va dire que même un aménagement de voirie, j'essaie de le faire un peu sauvage aussi. Ouais. D'accord. Même une zone d'activité, tu vois, j'essaie de la faire sauvage. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans la conférence de ce soir, mais c'est pas grave.